Un homme ramasse un tas d'excréments, mais au lieu d'en être dégoûté, il le sent avec un immense plaisir, car cette bouse de bison fraîche indique que les bisons sont à proximité. Aussitôt, il demande aux membres de sa tribu de préparer leurs lances, puis leur fait enduire les excréments de bison uniformément sur leur corps, sans même épargner leur visage et leurs cheveux, afin de tromper l'odorat de leur proie. Immédiatement après, ils s'allongent tous sur le sol et s'approchent prudemment du troupeau de bisons, n'ayant plus qu'à attendre le moment opportun. Telle était la méthode de chasse des humains en 20 000 avant Jésus-Christ. Cette tribu n'a capturé aucune nourriture depuis 6 mois et est sur le point de mourir de faim. Les membres de la tribu ont parcouru de longues distances pour chasser, et cette fois, ils ne peuvent absolument pas rentrer les mains vides. Le chef repère le bon moment, donne l'ordre, et tout le monde se lève immédiatement pour courir vers les bisons à la vitesse d'un sprint de 100 mètres. En entendant le bruit, le troupeau charge également les humains. Bien que les bisons soient nombreux et imposants, comment pourraient-ils vaincre l'intelligence humaine? À moins de 100 mètres de distance, les humains rassemblent toutes leurs forces pour jeter leurs lances devant le troupeau, formant ainsi des murs de protection. En voyant les obstacles, le bison de tête maladroit est forcé de dévier vers la gauche, et les bisons suivants ne font que suivre aveuglément. Très vite, le troupeau se retrouve au bord d'une falaise. À ce moment-là, il est déjà trop tard pour freiner. Emportés par leur élan, les bisons tombent les uns après les autres de manière incontrôlable du haut de la falaise de 100 mètres, s'écrasant mortellement en contrebas. Quelques bisons réagissent assez vite pour changer de direction à temps, rassemblant toute leur énergie, cherchant furieusement à venger leurs compagnons, et choisissant délibérément d'attaquer un jeune garçon isolé. Le garçon ne parvient pas à esquiver à temps et est violemment projeté au sol par un bison. Cependant, la bête n'a pas l'intention de l'épargner. Le garçon ne peut que regarder, impuissant, le bison charger à nouveau vers lui. Il se retrouve accroché aux cornes de l'animal, incapable de se défendre, sa vie ne tenant qu'à un fil. Le père du garçon jette alors une lance de manière décisive, qui vient se planter dans le corps du bison. Malgré cela, le bison blessé pousse tout de même le garçon par-dessus la falaise. À l'instant critique, le garçon s'agrippe à un rocher sur la paroi, mais le rocher se brise rapidement. Il chute à nouveau le long de la corniche, atterrissant lourdement sur un rocher au milieu de la falaise, son sort restant incertain. En voyant cela, le père hurle le nom de son fils à s'en déchirer la voix, puis, sans se soucier du danger, veut descendre pour le sauver. Aussitôt, les membres de la tribu s'empressent de retenir l'homme, car il est le chef de leur tribu, et la tribu entière a encore besoin de ses conseils pour survivre. Le soir venu, l'homme refuse toujours d'abandonner, appelant le garçon depuis le bord de la falaise, mais il n'y a toujours aucun signe de vie. Le lendemain, le chef doit guider sa tribu pour ramener la viande de bison au campement, car les plus faibles de la tribu attendent cette nourriture. N'ayant pas d'autre choix, il doit accepter la mort de son fils, puis, ravalant sa douleur, il érige un cairn au bord de la falaise en mémoire de son enfant, et mène les siens sur le chemin du retour. Mais bientôt, un vautour, attiré par l'odeur du sang, vole jusqu'au garçon et donne un coup de bec féroce sur sa bouche. La douleur réveille instantanément le garçon, qui saisit le vautour et le jette par-dessus la falaise. Et dans cet espace de moins d'1 mètre carré, il ne peut que se coller le plus possible contre la paroi, terrifié à l'idée de tomber et de s'écraser en contrebas. Ensuite, le garçon observe sa position par rapport aux environs. Monter est désormais impossible, sa seule option est d'essayer de descendre de la falaise. Cependant, les prises pour ses mains sont trop peu profondes, ce qui l'empêche d'utiliser sa force, et ses chaussures glissent. Il manque de lâcher prise et de tomber, mais heureusement, il réagit assez vite et s'agrippe fermement à la roche la plus haute des deux mains, parvenant ainsi à rester suspendu à la falaise abrupte. Ce qui est encore pire, c'est que le ciel s'assombrit de nuages épais, avec des éclairs et du tonnerre. En un instant, une pluie torrentielle s'abat sur lui. Le garçon est trempé jusqu'aux os, et ses bras sont engourdis, sur le point de lâcher. En regardant le torrent formé par l'eau de pluie en bas, il a soudain une idée, le courant pourrait peut-être amortir sa chute. Aussitôt dit, aussitôt fait, il rassemble son courage, lâche prise et saute. On ne sait combien de temps s'est écoulé, mais le garçon ne se réveille que le lendemain. À ce moment-là, il a soif et faim. Ignorant la douleur dans sa jambe, il rampe péniblement jusqu'à une flaque d'eau et boit avidement l'eau boueuse. Une fois désaltéré, il retire sa botte de neige pour découvrir que son coup de pied a enflé comme un gros pain à cause d'une fracture. Il n'ose pas s'attarder, ramasse une pierre à côté de lui et la fixe contre sa jambe, puis, d'un coup sec, remet son os en place avant d'attacher un petit bâton sur sa jambe pour la soutenir. Ensuite, traînant sa jambe en boitant, il se prépare à remonter la montagne pour retrouver son père. Après avoir atteint le sommet avec beaucoup de difficultés, il découvre le cairn érigé par son père, ce qui signifie que son père l'a abandonné et est parti. L'adolescent de seulement 15 ans ne sait absolument pas quoi faire ensuite. Il extériorise son désespoir, allongé sur le sol, le cœur brisé. Mais soudain, des hurlements de loups retentissent. Il aperçoit une meute de loups apparaissant non loin de là. Pressentant le danger, le garçon s'enfuit désespérément dans la direction opposée. Le soir venu, il est contraint de se recroqueviller dans un arbre, endurant la faim et le vent glacial pour survivre à la nuit. Tôt le lendemain matin, alors que le garçon s'apprête tout juste à chercher de la nourriture, la meute de loups, attirée par l'odeur humaine, le retrouve. Il grimpe à l'arbre à la vitesse d'un sprint, mais avec une seconde de retard, sa jambe blessée est fermement mordue par le loup alpha, qui le tire même vers le bas. Le garçon sort précipitamment son poignard et poignarde l'animal, puis grimpe en hâte jusqu'à la cime, échappant ainsi de justesse au désastre. La nuit, le ciel étoilé est d'une beauté à couper le souffle, mais les loups encerclent toujours leur proie, refusant de partir. Le garçon solitaire et impuissant endure difficilement une autre nuit dans l'arbre. Quand il se réveille, le soleil est déjà haut dans le ciel. Heureusement, la meute est partie, ne laissant derrière elle que le loup alpha blessé, gisant sur le sol à l'agonie. Le garçon attache son poignard à un bâton, prêt à achever ce loup. Cependant, lorsqu'il lève sa lance, le loup pousse des gémissements pitoyables.
En voyant son air vulnérable, le garçon au grand cœur ne se résout pas à frapper. Il ignorait que ce simple acte de bonté allait donner naissance au tout premier chien de l'histoire de l'humanité. Ensuite, le garçon décide de sauver le loup. Il s'approche prudemment de lui, mais l'animal montre les crocs, plein d'hostilité. Résigné, le garçon sort une corde et l'attache fermement autour de la gueule du loup. Voyons comment tu pourras encore montrer les dents. Ensuite, portant le loup dans ses bras, il se rend en boitant jusqu'à la rivière pour lui nettoyer soigneusement sa plaie. De façon inattendue, à ce moment-là, des hyènes les observent avec avidité par derrière. Le garçon comprend qu'ils doivent trouver un abri. Après avoir marché un temps indéterminé, le garçon trouve enfin une grotte. Épuisé, il s'endort immédiatement. En se réveillant tôt le lendemain matin, il cherche des herbes médicinales, les écrase dans un mortier en pierre, puis les applique sur sa cheville pour apaiser l'inflammation. Mais à peine a-t-il appliqué l'herbe, qu'il voit le loup s'étant déjà libéré de ses liens, assis là, le regardant avec une expression docile et innocente. Voyant cela, le garçon verse de l'eau dans le mortier, mais dès qu'il s'approche, le loup montre les dents. Le garçon fait vite signe qu'il n'a pas de mauvaise intention, indiquant que c'est de l'eau à boire, puis pose l'eau à côté du loup. Le loup semble comprendre l'intention du garçon, baisse sa garde et boit l'eau à grande gorgée. Par la suite, le garçon nomme ce loup Alpha. Ensuite, dès qu'il en a le temps, le garçon part chasser à l'extérieur. Malheureusement, ses compétences sont si nulles qu'il ne trouve que quelques asticots. Il dépose ses insectes nécrophages sur la plaie d'Alpha pour le soigner, et lui en jette quelques-uns comme nourriture. Mais le goût de ces insectes est vraiment infect. Affamé, le garçon décide de repartir chercher de la nourriture. Heureusement, il aperçoit un lièvre peu de temps après. Il saisit une pierre et la lance avec précision et force. Le garçon ramène sa proie à la grotte pour préparer du lapin rôti. Contre toute attente, Alpha se précipite d'un bond pour lui arracher le lapin. Le garçon arrache rapidement un morceau de viande pour affirmer qu'il est le patron ici, et fait comprendre au loup qu'il ne mangera qu'après lui. Voyant cela, Alpha n'a d'autre choix que de s'allonger docilement sur le sol. Bientôt, le garçon allume un feu et déguste la délicieuse viande de lapin rôti. Alpha, affamé, salive d'envie, gémissant continuellement comme pour dire qu'il meurt de faim et le suppliant de lui donner à manger. L'humain et le loup finissent par trouver un accord, le garçon lui jette un morceau de lapin en récompense. Au fil des jours, la blessure du garçon est presque guérie. Alpha, en tant que chef de sa meute, hurle souvent au beau milieu de la nuit. Le garçon comprend qu'Alpha a le mal du pays. En regardant la voie lactée étincelante, il réalise que sa maison lui manque aussi. Mais le temps se refroidit de plus en plus, et le chemin du retour est déjà recouvert de glace et de neige. Il sait pertinemment qu'il ne pourra jamais devenir un guerrier comme son père. N'ayant pas d'autre choix, il doit essayer de grandir. Il prépare ses affaires, et après de brefs adieux à Alpha, le garçon se met en route vers sa maison. Cependant, à sa grande surprise, Alpha semble l'avoir reconnu comme son maître et le suit de près tout au long du chemin. Le garçon jette un bâton pour le chasser, mais Alpha ramasse le bâton et court rapidement vers lui. Un jour, Alpha fixe soudainement son regard droit devant lui, puis s'élance d'un bond vers un sanglier. Peu de temps après, Alpha repousse le sanglier jusqu'au garçon. Malheureusement, les compétences de chasse du garçon sont si mauvaises qu'il se fait renverser par le sanglier. C'est ainsi qu'il laisse échapper la nourriture qui était à portée de main. Alpha ne peut que regarder, impuissant, ce bipède. Après tout, il a lui-même choisi son maître. Désormais, le loup et l'homme chasseront en s'entraidant sur le chemin de leur foyer.